On parle souvent de Ceuta et Melilla comme s'il s'agissait d'un simple désaccord territorial entre deux États voisins, une divergence classique, qu'un peu de diplomatie suffirait à régler. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que cette frontière n'est pas qu'une ligne sur une carte, c'est une cicatrice dans l'histoire, une trace vivante d'un affrontement qui dure depuis des siècles entre deux puissances rivales, deux mémoires, deux visions du monde. Le Maroc et l'Espagne ne sont pas de simples voisins. Ce sont deux civilisations qui ont partagé un même territoire, se sont affrontées, influencées, puis séparées dans la douleur. Et cette séparation continue de produire ses effets aujourd'hui dans les discours, dans les mentalités, dans les réflexes inconscients. Alors aujourd'hui, on va prendre du recul, on va remonter le fil de cette histoire complexe, tendue, parfois violente, mais toujours stratégique. On va parler des empires marocains, de la Reconquista, de l'obsession espagnole pour l'ennemi venu du sud, des villes occupées, des guerres silencieuses, des fausses amitiés, des vraies rivalités, et de la stratégie que le Maroc doit adopter pour survivre dans ce voisinage chargé de mémoire. Parce que si l'Algérie est notre adversaire contemporain, l'Espagne, elle, est notre ennemi historique. Et ça, les Espagnols, eux, ne l'ont jamais oublié. Pour comprendre la tension entre le Maroc et l'Espagne, il faut sortir des dates, des traités, des communiqués diplomatiques, il faut plonger dans le temps long, parce que cette rivalité ne commence pas avec Ceuta ou Melilla, elle ne commence même pas avec la colonisation. Elle commence bien avant, au moment où les dynasties marocaines traversent le détroit, s'installent en Andalousie et prennent le contrôle d'une grande partie de la péninsule ibérique. D'abord les Almoravides, puis les Almohades, deux empires marocains qui ont régné sur des villes comme Séville, Cordoue, Grenade, Tolède, avec une puissance militaire, une influence culturelle et une architecture qui fascine encore aujourd'hui. Pendant des siècles, la moitié sud de l'Espagne était sous domination marocaine. Et ce n'était pas une occupation passagère, c'était une présence enracinée, structurée, assumée. Cette réalité, on l'a presque oubliée de ce côté-ci de la Méditerranée. Mais de l'autre côté, elle reste vive. Parce que cette présence a laissé une peur, une blessure, un traumatisme. Le mythe de l'ennemi venu du sud, toujours prêt à revenir, toujours menaçant. Et c'est ce traumatisme qui va nourrir la Reconquista. 8 siècles d'efforts pour reprendre les terres perdues, pour effacer la mémoire musulmane, pour rétablir une domination chrétienne totale sur la péninsule. Mais la Reconquista ne s'est pas arrêtée à Grenade. En 1415, le Portugal lance une opération militaire et s'empare de Ceuta, à une époque où le Maroc est affaibli, fragmenté, incapable de défendre son territoire. En 1497, c'est au tour de Melilla, prise par les Espagnols dans le prolongement de leur dynamique expansionniste. Deux villes, deux prises symboliques qui marquent le début d'un basculement. Les Européens, autrefois repoussés vers le nord, descendent à leur tour vers le sud. Et à ce moment-là, une nouvelle logique s'installe. Le Maroc devient une zone à surveiller, à contenir, à affaiblir si nécessaire. Il circule même une phrase, souvent attribuée à Isabelle la catholique, la reine de la reconquête: il faudra toujours veiller à ce que le Maroc reste faible. Est-ce qu'elle l'a réellement prononcée? Difficile à dire. Mais qu'elle l'ait dite ou non n'a plus vraiment d'importance. Parce que cette idée, elle, a traversé les siècles. Et elle continue de guider une partie de l'inconscient espagnol. Quand on a vécu 8 siècles avec la peur d'être envahi par le Sud, cette peur ne disparaît pas avec un traité de paix. Elle se transforme, elle se cache, mais elle reste là. Et aujourd'hui encore, elle s'exprime à travers des réflexes de défiance, de méfiance, parfois même de mépris. L'Andalousie, sur toute sa durée historique, a été musulmane plus longtemps qu'elle n'a été chrétienne. Et ce fait-là, à lui seul, suffit à comprendre pourquoi l'Espagne ne nous regardera jamais comme un simple voisin. Elle nous regardera toujours avec cette vieille angoisse au fond du regard. Une angoisse que nous n'avons pas choisie, mais qui structure, malgré tout, nos rapports. Au XIXe siècle, l'Espagne ne se contente plus de garder ses positions historiques à Ceuta et Melilla. Elle entre dans une nouvelle phase, celle de la colonisation active. Pendant que la France s'étend sur le centre du Maroc, l'Espagne impose son autorité sur le nord du pays et dans le sud. Le Maroc est alors démembré, partagé entre puissances européennes incapables de résister à la logique impériale du moment. Mais ce que les Espagnols vont découvrir, c'est qu'ils n'ont pas conquis un peuple soumis. Ils ont colonisé un peuple rebelle, structuré, fier. Dans le Rif, une résistance farouche s'organise. Menée par Abdelkrim el-Khattabi, elle va infliger à l'armée espagnole l'une de ses plus grandes humiliations, la défaite d'Anoual en 1921. Une défaite si cuisante que l'Espagne n'aura d'autre choix que de demander l'aide de la France pour reprendre le contrôle de la zone. Une victoire des Rifins qui va littéralement changer le monde. Pour la première fois dans l'époque moderne, un peuple du Sud jugé inférieur arrive à vaincre une puissance occidentale. Cet épisode va inspirer tous les mouvements de décolonisation. En premier lieu, le leader de la révolution vietnamienne, Ho Chi Minh, qui s'inspirera des techniques de guérilla inventées par les Rifins et qui a révolutionné le monde de la guerre. Cette guerre n'empêche pas, quelques décennies plus tard, une alliance inattendue. Avec l'arrivée de Franco au pouvoir, l'Espagne va tisser des liens complexes avec le Maroc. D'un côté, elle continue d'occuper une partie du territoire,
De l'autre, elle s'appuie sur des troupes marocaines qu'elle utilise comme fer de lance dans sa guerre civile. On les appelle la Garde-Mort. Ces soldats marocains vont jouer un rôle clé dans la victoire de Franco. Franco voit dans le Maroc un bastion conservateur, un partenaire potentiel dans sa vision mystique d'un front spirituel contre la modernité décadente. Il imagine une alliance morale, presque religieuse, entre l'Espagne franquiste et le Maroc traditionnel. Mais là encore, ce n'est qu'un écran de fumée, une façade. Derrière les déclarations d'amitié se cache toujours la même volonté de domination. On utilise le Maroc quand il est utile, on l'écarte quand il devient gênant, on l'exalte pour ses valeurs quand ça arrange, et on le méprise dès qu'il s'affirme. Ce double discours, cette hypocrisie stratégique, va devenir une constante dans les relations hispano-marocaines. Une amitié proclamée mais jamais assumée. Une proximité géographique qu'on tolère mais qu'on craint. Une alliance de circonstances, toujours prête à basculer en conflit larvé. Et cette ambiguïté, on va la retrouver encore plus clairement après la mort de Franco. Quand Franco meurt en 1975, l'Espagne entre dans une nouvelle ère. Elle se démocratise, adopte une constitution moderne, rejoint l'Union européenne, affiche une nouvelle posture internationale, plus ouverte, plus libérale, plus progressiste. Et sur le papier, ce changement aurait pu marquer un tournant dans les relations avec le Maroc. Une page qui se tourne, une opportunité de repartir sur de nouvelles bases, mais dans les faits, c'est une continuité maquillée. Parce que si la rhétorique change, les réflexes restent. Le langage devient plus policé, plus diplomatique, plus soucieux des droits de l'homme. Mais l'hostilité ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle se moralise, elle s'habille de grands principes. Très vite, une partie de la gauche espagnole se fait la voix du Polisario. Elle brandit les droits des peuples, l'autodétermination, la cause sahraoui comme un étendard. Mais derrière ce vernis de justice, c'est le Maroc qu'on cible. Toujours le Maroc, parce qu'au fond, cette posture n'est qu'un nouvel emballage pour une vieille obsession. Et de l'autre côté de l'échiquier, l'extrême droite espagnole n'a même pas besoin de maquillage idéologique. Elle assume une méfiance brute, directe, presque viscérale envers le Maroc. Pour elle, ce pays reste un voisin trop proche, trop ambitieux, trop menaçant. Un rival historique qu'il faut contenir à tout prix avant qu'il ne redevienne ce qu'il fut autrefois, une puissance qui compte. Et c'est là qu'un constat s'impose. Si l'extrême gauche et l'extrême droite espagnole ne sont d'accord sur rien, elles sont pourtant unies sur un point, leur détestation du Maroc. C'est sans doute le seul sujet qui fait consensus dans presque tout le spectre politique espagnol. Une hostilité partagée, mais habillée différemment selon le camp. La gauche radicale y voit un pays autoritaire, conservateur, un frein à ses valeurs dites progressistes. La droite nationaliste y voit un concurrent stratégique, un voisin qu'il ne faut surtout pas laisser monter, sous peine de le regretter. Et entre les deux, les partis modérés surfent sur les mêmes peurs, les mêmes réflexes, les mêmes stéréotypes, avec des mots plus polis, mais avec des intentions à peine différentes. Cette obsession espagnole pour le Maroc, on la retrouve partout. Dans les tribunes médiatiques, dans les débats parlementaires, sur les réseaux sociaux, elle traverse les classes sociales, les sensibilités politiques, les générations, et elle s'exprime avec une liberté qu'on ne se permettrait jamais à l'encontre d'un autre pays. Parce que cette hostilité n'est pas conjoncturelle. Elle n'est pas liée à un dossier, à une crise, à un gouvernement. Elle est structurelle. Elle est enracinée. Elle est dans une continuité historique qui traverse les siècles et elle continue d'orienter la manière dont l'Espagne regarde, analyse, juge et commente tout ce que fait le Maroc. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif espagnol, le Maroc n'est pas un simple voisin. C'est un pays à surveiller. Un pays qu'on tolère mais qu'on redoute. Un pays qu'on peut côtoyer diplomatiquement mais qu'on ne cessera jamais de suspecter. Cette méfiance ne disparaîtra pas avec un traité, ni avec un changement de gouvernement. Parce qu'elle ne repose pas sur l'actualité. Elle repose sur une mémoire, une peur ancienne et une rivalité historique. Et ce n'est pas grave. Il faut que certains Marocains finissent par comprendre une chose simple. Le but de notre existence, ce n'est pas de nous faire aimer. Les peuples ont le droit de ne pas nous apprécier. Les étrangers ont le droit de nous regarder avec hostilité. Et c'est ok. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est de continuer à courir après leur approbation comme des enfants en quête d'affection. Ce qui ne l'est pas, c'est de construire toute notre personnalité sur l'espoir d'un regard bienveillant de ceux qui n'ont jamais voulu nous voir monter. Le respect, ça ne se demande pas. Ça s'impose. Et pour l'imposer, il faut d'abord être lucide. Si on veut récupérer un jour ce qui nous revient, il faut d'abord accepter une vérité simple. On ne récupère rien en criant. On ne récupère rien en accusant, en dénonçant, en gesticulant. On récupère quand on le mérite. Aujourd'hui, l'Espagne reste un pays membre de l'OTAN, avec un PIB 10 fois supérieur à celui du Maroc, un soutien automatique de l'Union européenne et un système d'alliance bien plus fiable que le nôtre. Entrer en confrontation directe dans ce contexte serait une folie. Ce ne serait pas un acte de courage, ce serait un sabotage. D'autant plus que le Maroc n'a pas le luxe de disperser ses forces. Il gère déjà un dossier vital au sud, le Sahara, son intégrité territoriale, sa souveraineté. Il fait face à une Algérie déterminée à le freiner, à l'isoler, à l'épuiser.
Et ils se renforcent justement pour tenir cette ligne et finir le travail. À cela s'ajoute la frontière à l'est, où l'instabilité régionale, les flux migratoires, les réseaux armés et les alliances toxiques imposent une vigilance permanente. Ce sont là nos deux priorités absolues. Dans ces conditions, s'assurer de la neutralité, voire du soutien conjoncturel de l'Espagne sur ces deux dossiers, c'est du génie diplomatique. On verrouille le nord pour pouvoir agir librement au sud et à l'est, on construit une stabilité temporaire avec un rival historique, non pas parce qu'on lui fait confiance, mais parce que c'est ce qui sert nos intérêts à court terme. Et c'est précisément cette capacité à construire des alliances circonstancielles, sans renoncer à nos objectifs de long terme, qui fait la différence entre les nations stratégiques et les nations impulsives. Ce n'est pas un renoncement que de ne pas tout revendiquer en même temps. C'est une hiérarchisation et une planification. Le Maroc a tout à gagner et à attendre, à se renforcer, à progresser, à tisser des partenariats là où il peut en tirer profit, et à garder toujours, au fond, la mémoire vive de ce qui lui a été arraché. Ce qui compte, ce n'est pas de tout réclamer maintenant. Ce qui compte, c'est de tout récupérer un jour, dans l'ordre et avec méthode. Et pour ceux qui pensent que cette méthode est une forme de faiblesse, qu'ils regardent ce que Hassan II a fait en 1975. À l'époque, le Maroc n'avait pas les moyens de récupérer le Sahara seul. L'Algérie était mieux armée, mieux soutenue. Alors Hassan II propose à la Mauritanie un partage du territoire pour la forcer à entrer dans le jeu, pour créer un double front, pour diviser et pour gagner du temps. Ce temps, il l'a utilisé pour renforcer l'armée, structurer le territoire, préparer la suite. Quand la Mauritanie a fini par perdre la guerre face à l'Algérie 3 ans plus tard, le Maroc était prêt. La Mauritanie avait joué son rôle et le Maroc avait maintenant les capacités de récupérer et contrôler tout le territoire. C'est ça une stratégie. On ne fonce pas dans le tas, on calcule, on avance pas à pas et on frappe quand c'est le bon moment. Septa et Melilla reviendront, pas grâce à des slogans, mais parce qu'un jour, la situation sera tellement déséquilibrée que l'Espagne n'aura plus le choix. Cela coûtera plus cher à l'Espagne de garder ses villes plutôt que de les rendre. En attendant, on continue d'avancer. علينا شعب العزيز أن نكون كرجل واحد